L'entretien des patriotes, bonjour à tous. CNews, après les syndicalistes aux ordres, Deloire, la nouvelle créature d'Emmanuel Macron. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je débute toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Et oui, Pierre-Louis Garnier, Anne-Marie Ferrand, Radar, Yvan Guérin, Carode, Raymond, Marie-Valentin et Jean-Luc Perrier. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien indéfectible. La réinformation a besoin de vous. Il suffit d'un petit pouce levé, d'un gentil message ou la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Comme je vous l'avais dit hier, nous entrons dans une zone de turbulence. Pour quelle raison ? Parce que les élections européennes se profilent. Et dans ces conditions, le pouvoir d'Emmanuel Macron panique un peu, puisque les sondages sont très mauvais. Et quelles sont les solutions qui restent à Emmanuel Macron ? J'en ai souvent parlé, c'est de mettre un tour de vis sur la liberté d'expression. Premier dossier, l'article 4. Ce nouveau délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins serait passible d'1 an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Des peines portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende quand la provocation a été suivie des faits. L'Assemblée nationale a adopté mardi 14 février en première lecture un texte de lutte contre les dérives sectaires, notamment sur Internet, approuvant finalement la création d'un nouveau délit de provocation à l'abstention de soins médicaux malgré l'indignation d'une partie de l'opposition. Le projet de loi a été voté par 151 voix contre 73 et va poursuivre son chemin parlementaire. Coup de théâtre. Comment est-ce possible ? Il y a 2 jours, les députés rejetaient cet amendement, article 4, sur les dérives sectaires, et hier, par un nouveau vote, ils viennent de le rétablir. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, comme d'habitude avec les macronistes, tout se règle en coulisses. La ministre réunit ses troupes, ils délibèrent sans prévenir personne, ils réécrivent l'article en y ajoutant une ligne sur les lanceurs d'alerte. L'article 4 ne concernerait donc pas les lanceurs d'alerte. Ils arrivent au Parlement, ils sont en majorité puisque les socialistes et les Verts vont voter cet article 4 et ils mettent en minorité le Rassemblement national, les LR. Voilà comment les choses se sont passées. Ce sont des pratiques dont nous avons l'habitude avec Emmanuel Macron et ses troupes. Mais voilà, est-ce que pour autant c'est une victoire pour le gouvernement ? Pas le moins du monde parce que, comment dirais-je, ils ont dû sortir du bois, et notamment Olivier Véran, un discours, comment dirais-je, très instructif. J'ai tapé Gourou et Raoult sur Google, il y a plus de réponses que pour Science et Le Pen. De retour dans l'hémicycle, j'ai défendu la loi contre les dérives sectaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas plu aux extrêmes. Mais quel aveu! Olivier Véran vient de faire voler en éclats tout le narratif, tous les efforts de la majorité pour cacher que cet amendement était anti-Raoult. Olivier Véran l'avoue. Et s'il l'avoue, c'est qu'il se laisse gagner par la haine, le ressentiment vis-à-vis de Didier Raoult. Alors, non seulement il emploie le mot gourou, mais également le mot charlatan de Marseille. Olivier Véran vient de commettre une faute politique qui va être bien sûr exploité par l'opposition. Mais d'abord, Alexis Poulain. Olivier Véran, menteur professionnel et gourou copyright Pfizer, extrémiste radical de la Sainte Église vaccinati, seul teneur de la lumière et de vérité vraie, se donne corps et âme dans la mission de désigner des boucs émissaires pour masquer sa politique autoritaire, dangereuse et liberticide. Mais attardons-nous 2 secondes sur la recherche Google Gourou Raoult. J'ai fait l'expérience et en effet, il y a quelques éléments sur Google. On trouve par exemple des vidéos de Patrick Cohen, Didier Raoult, le gourou des antivax. On sait très bien que Patrick Cohen est un relais d'Emmanuel Macron, du Big Pharma, puisqu'il a donné systématiquement la parole à de drôles de zozos comme Molly Bobard ou Gilbert Deray. On trouve également des articles écrits par ou interviews d'Alexander Samuel. Qui c'est cet Alexander Samuel ? Oh, nous, on le connaît bien. Je préfère que tu sortes de ton anonymat et que tu répondes de ton harcèlement en ligne. Réponse de Fante de Lynx, qui appartient à la réinformation. La harcélosphère, c'est vous.
Et il se fend, comment dirais-je, de tweets assez rageurs. Les procédures Bayon, c'est vous. Les fausses accusations sur les essais non éthiques sur les tuberculeux, c'est vous. Les insultes, c'est vous. La désinformation sur les pchoutes, c'est vous. Le pchout protège de la transmission, c'est vous. La promotion du remdesivir, c'est vous. Le discrédit sur les traitements et la prise en charge précoce, c'est vous. Le blanchiment de fausses informations par des officines médiatiquement mafieuses, c'est vous. C'est vous. Le harcèlement en ligne, c'est vous. Tous vaccinés, tous protégés, c'est vous. Le pchout efficace à 95%, c'est vous. Les 11% de surmortalité de la chloroquine, c'est vous. Le professeur Didier Raoult, charlatan, fraudeur, criminel, c'est vous. Les menaces physiques sur moi et sur ma famille, c'est vous. Autrement dit, ceux qui relaient les bobards médiatiques travaillent bien évidemment pour Emmanuel Macron. Alors vous avez Olivier Véran, qui fait travailler donc ces sbires, et après il cite comme article ou comme intervention ces sbires qui ont travaillé pour lui pour obtenir ce qu'on appelle des arguments d'autorité. Parce qu'Olivier Véran n'a pas d'études véritablement scientifiques à sa disposition. Il est obligé d'utiliser des propos de barbouze. Il suffit d'ailleurs pour faire taire Olivier Véran de lui rappeler ce qui s'est passé sur TPMP. 250 000 personnes étaient atteintes de cette maladie incurable, généralisée avant le Covid. Maintenant, c'est 300 000 depuis les pchouts. 50 000 personnes auraient contracté cette maladie à cause du pchout. Oui, c'est quelque chose d'assez effroyable. Et puis on va donner la parole à Marine Le Pen qui a donné, comment dirais-je, une véritable fessée à Olivier Véran. On l'écoute. Alors aujourd'hui, le débat, puisqu'il y a une réécriture, c'est qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est M. Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi. Et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de M. Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult? Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi, il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration. Bravo Marine, il y a quelque chose en effet d'assez incroyable. La ministre Sabrina Agresti-Roubache, qui a fait passer l'article 4 des lois sectaires, loi que M. Véran a soutenue en flinguant Raoult, a elle-même été soignée à la chloroquine, comme elle le racontait à BFM. Une explication, Olivier Véran ? Lorsqu'on écoute cet extrait, je vous le mets dans ma description, on comprend mieux pourquoi la ministre Roubache était très mal à l'aise vis-à-vis notamment du Rassemblement national. Par ailleurs, les macronistes lui ont reproché, comment dirais-je, une trop grande complicité. Mais lorsqu'on écoute ce qui s'est passé lorsqu'elle était malade en 2020, on comprend mieux. Quant au Parti socialiste, dans cette affaire, comment dirais-je, ils ne nous déçoivent jamais. Ils sont affreux, sales et méchants, comme d'habitude. Voici l'extrait où Arthur Delaporte me diffame en me faisant tenir des propos que je n'ai jamais eus et qu'il a repris de comptes voulant me nuire et qui ont lancé un hashtag ignoble, compte que j'ai attaqué en diffamation. Je n'en resterai donc pas là. Ils veulent nous discréditer en disant des mensonges. L'article 4 n'a qu'un but, nous faire peur pour qu'on se taise. Je ne me tairai pas. Bravo Myriam. Je vous mets l'extrait dans ma description. Le sujet est sensible. Sinon, Arthur Delaporte utilise l'argument de la théorie du complot. Comme ils n'ont plus d'arguments, ils sont obligés d'insulter leurs adversaires en les qualifiant de complotistes. Et il arrive à se prendre les pieds dans le tapis en utilisant de fausses rumeurs. C'est de la diffamation. Manifestement, Myriam va s'occuper de son cas. Si je résume, Olivier Véran est obligé d'utiliser des articles écrits par ses petits copains de la harcélosphère et vous avez des socialistes qui sont obligés d'utiliser l'argument
du complotisme. Autrement dit, ils n'ont pas d'argument pour justifier cet article 4. Ils sont obligés de faire du cinéma. On les a fait sortir du bois. Est-ce que c'est une victoire pour le gouvernement? Non, parce que le chemin législatif de cet article 4 n'est pas terminé, qu'il y aura d'autres suites et qu'ils sont au bout du bout. Grosse erreur d'Olivier Véran. Allez, on va changer de sujet encore que... Je vous ai parlé hier de ce fameux complot russe au niveau de l'information qui a été dénoncé par notre analphabète ministre des Affaires étrangères Séjourné. Alors, j'étais vraiment très impatient de regarder de quoi il s'agissait. J'attendais des révélations fracassantes et j'ai appris qu'il y avait des gens en Russie qui défendaient Vladimir Poutine. Ça, je dois reconnaître, Pujadas, que c'est un scoop gigantesque. Alors, il y aura un portail qui s'appellerait Combat je sais pas quoi et qui diffuserait des informations. Attention, ça serait des théories du complot, des fake news. Et comme illustration, il nous présente Florian Philippot qui n'est pas content contre le gouvernement. Alors là, les bras nous en tombent. C'est cette même chaîne LCU qui refuse de relayer les manifestations de Florian Philippot. C'est cette chaîne LCU qui refuse de donner la parole à Florian Philippot. Et il nous parle, comment dirais-je, de manipulation de l'information. Quant au reste, il nous cite 2-3 exemples de tweets qui n'ont pas dû dépasser 10 000 vues comme une menace pour la sécurité intérieure française. Pchout, grotesque. Mais on va s'arrêter encore sur cette théorie du complot. N'oubliez jamais, la théorie, en tout cas les complotistes, servent toujours les intérêts d'Emmanuel Macron. Ceux qui diffusent de fausses nouvelles servent les intérêts d'Emmanuel Macron. On n'a pas besoin d'exagérer. Emmanuel Macron, comment dirais-je, c'est déjà une boursouflure à lui tout seul. Quant à Pujadas, il n'y a qu'une seule photo pour le représenter. C'est un clown malgré tout effrayant. Si vous voulez regarder ce qui s'est dit sur LCU, je vous mets bien sûr le lien dans la description. Dossier CNews, Conseil d'État, Arcom, Reporters sans frontières. De quoi s'agit-il? J'en ai parlé un petit peu hier, je vais reprendre et approfondir aujourd'hui. Le Conseil d'État a demandé mardi à l'Arcom, à la suite d'un recours de Reporters sans frontières, de renforcer son contrôle sur la chaîne d'information CNews. Pour Robert Ménard, maire de Béziers et cofondateur de Reporters sans frontières, c'est un vrai problème pour le pluralisme, un mauvais coup à la liberté de la presse. Le Conseil d'État a demandé mardi à l'Arcom, le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur la chaîne d'information CNews. La plus haute juridiction administrative a enjoint l'Arcom de réexaminer dans un délai de 6 mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. La décision fait suite à un recours de l'ONG Reporters sans frontières qui considère que CNews est devenu un média d'opinion, ce que l'intéressé conteste. La première question qu'il faut se poser, sur quel rapport, sur quel dossier s'est appuyé Reporters sans frontières pour lancer un recours contre CNews devant le Conseil d'État? Eh bien, c'est ce rapport écrit par François Jost. CNews, un exemple de chaîne d'opinion. La question est orientée, il n'y a pas véritablement de doute sur les engagements politiques de François Jost. Il suffit de chercher et on s'aperçoit en effet que c'est un militant de gauche. Il est professeur à la Sorbonne Nouvelle, rien à voir avec la Sorbonne. La Sorbonne Nouvelle est une université qui est très à gauche. Donc voilà un rapport orienté contre CNews. Et Charlotte Dornelas nous donne la clé de ce rapport. RSF a parlé, et là je vais parler factuellement comme vous dites, travaille sur la base d'un rapport fait par le sémiologue François Jost qui compare, alors là vraiment j'étais très étonnée, la démarche c'est d'analyser la ligne éditoriale de CNews, donc le choix des sujets et la manière de les traiter dans leur hiérarchie, à partir des choix faits par BFM TV. Mais qui décide que la ligne éditoriale de BFM TV est objective et qu'à partir de ça, on peut décider que celle de CNews n'y est pas? Donc s'il faut un comité de décision du choix des sujets, de leur hiérarchie et des mots à utiliser pour le traiter, il faut le dire comme ça. Mais là, je suis très étonnée, en effet. Une petite illustration, la matinale de CNews et BFM TV, première édition. Pour information, j'ai lu le rapport de François Jost
en entier. Oui, en entier. Ah, mais ce n'est pas un exploit, hein. Ce rapport est épais comme un sandwich SNCF. Et quelle malhonnêteté! Si un de mes étudiants m'avait rendu un tel rapport, il aurait gagné le droit de tout recommencer. Comment peut-on se prétendre professeur émérite de la Sorbonne et rendre un tel torchon? Vous en avez d'ailleurs une très belle illustration devant les yeux. À droite, BFM TV, c'est propre, les titres sont bien présentés. Quant à CNews, on ne comprend rien de ce qui se passe réellement. En effet, nous n'avons pas les titres qui ont été développés, nous avons les commentaires. Et comme le rappelle Charlotte, est-ce que BFM TV est un modèle en matière de journalisme? C'est un petit peu comme si on nous vantait la Pravda de Léonid Brejnev comme modèle à suivre en tant que journaliste. BFM TV, c'est la voix de son maître. Les éditorialistes qui y travaillent sont tous macronistes. Autrement dit, le modèle qui nous est présenté, eh bien, c'est la presse macroniste. Enfin, il faut s'attarder sur la malhonnêteté intellectuelle de François Jost. À droite sur BFM TV, vous n'avez que les titres, alors qu'à gauche, vous avez un titre souvent mal formulé, et mieux, vous avez commentaire d'Eugénie Bastier. Ça commence à être agaçant. Commentaire sur le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas présenté sa candidature. C'est presque caricatural. Parce que sur BFM TV, il n'y a pas de commentaires pernicieux, des commentaires orientés pour soutenir Emmanuel Macron. Franchement, François Jost, de qui vous vous moquez ? Enfin, il faut revenir sur ce Deloire. Qui est Christophe Deloire? Oh, on le connaît bien. Quand Christophe Deloire dénonçait l'islamisation de la société il y a 20 ans, étrangement, il ne disait pas qu'il fragmentait la société par ses propos. Il a bien changé, Christophe Deloire, et même de look. Comme quoi, lorsqu'on veut se mettre à la tête de Reporters sans frontières, il faut s'habiller, comment dirais-je, comme Che Guevara. Ça a provoqué. Mais ne parlez pas de nous. Il me semble que Fox News est quand même une forme de modèle pour CNews. Mais pas du je me tout. trompe. Mais pas du tout. Mais vous vous trompez. Qui vous avez cru voir ça? CNews, rappelez-moi, est inspiré quand même de quelle chaîne? De Fox News. Mais vous êtes sérieux en disant ça? Oui, je suis sérieux. Et CB News s'est inspiré de Fox News? News, ça veut dire information. Mais enfin, vous êtes sérieux? C'est-à-dire que vous faites le rapport entre Fox News et CNews parce qu'il y a News? Non, mais enfin, je vous assure, faut que vous... Le rapport entre Fox News et CNews, mais il n'y en a pas. C'est exactement les mêmes chaînes. Mais enfin, c'est exactement la même chaîne. Vous êtes en plein délire. Mais vous regardez Fox News? Vous regardez Fox News? Est-ce que vous regardez Fox News? J'ai regardé l'autre jour. Vous pouvez me citer deux. J'ai regardé l'autre jour l'interview par Tucker Carlson, qui est l'ancienne star de Fox News. Il y est plus. Vous pouvez me citer deux journalistes de Fox News? Vous pouvez me citer deux journalistes de Fox News? Mais je peux pas vous citer deux journalistes. Parce que vous ne regardez pas Fox News. Je ne regarde pas tout le temps Fox News. Je peux. Mais vous ne savez pas ce qu'est Fox News. Vous ne savez pas. Vous dites n'importe quoi, monsieur. Vous ne savez. Vous ne pouvez même pas me citer deux journalistes de Fox News. A fini par fragmenter la société américaine et à la fin, les États-Unis se retrouvent avec des gens qui. Mais pour qui travaille-t-il, Deloire? Les États généraux de l'information troublés par des initiatives dissidentes, voulues par Emmanuel Macron, les EGI, pilotés par le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, font face à des événements organisés par une myriade de médias indépendants d'un côté et la journaliste de CNews, Christine Kelly, de l'autre. Ai-je besoin d'en dire plus? Christophe Deloire, c'est tellement l'homme de main d'Emmanuel Macron que même dans l'aberration, on s'en inquiète. États généraux du droit à l'information, Christophe Deloire, volontaire sans frontières. Il est Macron compatible. Le secrétaire général de Reporters sans frontières devra faire preuve d'indépendance. On a bien compris. Alors qu'il dirige ces états généraux du droit à l'information, quelles sont les mesures qui sont adoptées? Fermer une chaîne d'information CNews parce qu'elle attaque le gouvernement, notamment sur son bilan au niveau de l'immigration. C'est cousu de fil blanc. C'est ce que je vous ai dit il y a 2 jours. Attention, nous entrons dans une zone d'élection. C'est une zone de turbulence et Emmanuel Macron ne peut gagner cette élection que par la censure, que par la répression. Mais voilà, il a de plus en plus d'ennemis et il n'arrive plus à ses fins. Il faut bien comprendre que c'est tellement énorme que tout le monde se révolte contre son diktat. Et puis, je voudrais quand même revenir sur l'affrontement entre Christophe Deloire et Pascal Praud. On sait très bien que lorsqu'on veut interdire quelque chose, il faut trouver des prétextes. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Donc,
CNews, ça serait Fox News. Et pourquoi Fox News devrait être interdite? Parce que Fox News mène à la guerre civile. Donc, par un syllogisme, CNews risquerait de nous amener à la guerre civile. Ah, c'est pas du tout la politique d'Emmanuel Macron en matière d'immigration, de sécurité, de frontières, d'Europe, sa gestion de l'hôpital, de l'éducation nationale, de la police, de la justice, de l'économie, des finances publiques. Ah non, c'est pas ça. C'est CNews, pardon. Allez, je vous la donne. Mais de qui se moque-t-il, Christophe Deloire? Il a été, comment dirais-je, pathétique. Allez, on va ouvrir la page internationale. Donald Trump, le plus grand scandale de l'histoire politique. La CIA a essentiellement volé des élections dans le monde entier et aux États-Unis depuis 10 années et ils ont été pris. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, je résume brièvement. Le Parti démocrate associé au FBI et à la CIA ont monté de fausses accusations contre Donald Trump. Elles consistaient à dire que Donald Trump était une marionnette dans les mains de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, nous avons tous les éléments qui montrent le complot. Encore un dossier grave dans le jardin de Joe Biden. Et nos journalistes ont relayé bien sûr ces fausses affirmations. Ces fameux Christophe Deloire et autres. Autre nouvelle assez intéressante, l'extrême droite suédoise prête à supprimer l'appartenance à l'Union européenne. Et oui, les Suédois veulent un Swexit. Alors, ce parti, je me suis demandé exactement quelle était sa représentation au sein de la société suédoise. Eh bien, ils ont été deuxièmes aux dernières élections, plus de 20%. Il y a donc une inquiétude dans les milieux européistes. Allez, je termine ce journal par un énorme coup de gueule de notre ami Philippe Murer. Oui, nous essayons de créer un grand mouvement souverainiste gaulliste et beaucoup de chefs de parti ne pensent qu'à leur carrière. Et Philippe Murer, oui, tape du poing sur la table. Bonjour à tous. Je veux dire mon immense déception et ma colère aux chefs des partis souverainistes. Ils ont les mêmes idées, ils sont gaullistes, ils défendent l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, et ils sont incapables de s'unir. Il reste moins de 4 mois avant les élections européennes et rien, pas d'union, toujours autant de divisions et de listes dans notre camp. Ils divisent nos forces, notre camp encore et encore. Et nous tous, les soutiens, les intellectuels, les militants souverainistes, devront comme d'habitude subir la division. Et à moins d'un miracle, subir la défaite que nos chefs souverainistes ont décidée. Nous serons encore privés d'espérance. Nous n'aurons pas de parti politique commun, rassemblant tous les souverainistes, ou combattre côte à côte pour la France. Le seul parti capable de changer le destin de notre pays face à l'engrenage européiste et mondialiste totalitaire. Dans un moment où la France sombre de crise en crise, agriculture, énergie, économie, éducation nationale, immigration, insécurité, violence, où la France est menacée jusque dans son être, où les Français souffrent dans leur vie quotidienne, où un Français sur 5 ne mange plus à sa faim, ne peut plus se chauffer correctement ni se soigner. Cette situation est tout à fait inacceptable pour les citoyens que nous sommes. Le pire, c'est que nos chefs disent eux-mêmes que la France est menacée jusque dans son être, qu'elle pourrait sombrer dans l'abîme. Ils ont à peu de choses près les mêmes solutions et les mêmes programmes. Et ils sont incapables de s'unir pour la cause, pour la France. Mais quelle incohérence de délivrer de telles analyses et de préférer rester divisés, laissant ainsi sombrer notre pays dans l'abîme. Les Français qui veulent sortir de l'Union européenne sont environ 40% et ne votent qu'à hauteur de 2 à 3% pour les partis souverainistes. Car ces partis sont inutilement fractionnés, donc petits et bien sûr de plus en plus petits à chaque élection, pris dans le cercle vicieux du morcellement et de l'insignifiance. Les gens me le disent à chaque réunion publique souverainiste. Ils le disent sur les réseaux sociaux. Ils veulent l'union, travailler ensemble. Mais nos chefs ne veulent rien entendre. Ils préfèrent être les chefs de petits partis politiques. Ils préfèrent la défaite seule, dans leur parti, à la réussite dans un grand parti souverainiste de rassemblement de toutes nos forces. C'est pourtant la seule chose qui peut briser le cercle vicieux, enclencher une dynamique d'espoir et de réussite aux élections européennes. C'est la première marche pour nous conduire à libérer la France que nos leaders nous empêchent de monter ensemble. Nous sommes 40% à vouloir sortir de l'UE, mais les partis souverainistes ne réunissent que 2 à 3% des Français, je le rappelle. Et voilà le résultat dramatique de la division. Et qu'on ne me dise pas qu'une union des partis souverainistes dans un grand parti politique est impossible. Il suffit de décider de 2 choses. Au pouvoir, nous laisserons les Français
voter par référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne après un grand débat. Nous établirons un triumvirat pour diriger ce parti qui pendant les 2 prochaines années. Pour que chaque personne y trouve son compte et que personne ne perde la face, voilà ce que nous pouvons faire. Beaucoup espéraient encore qu'une alliance électorale de circonstances soit mise en place, c'est-à-dire une liste unie entre partis divisés. Bon, c'était sans doute mieux que rien, mais cela est-il vraiment la solution? Pourquoi les Français voteraient-ils massivement pour une alliance électorale de circonstances, qui révèle certes la volonté d'avoir des députés et des financements, mais pas la volonté réelle de servir la cause, la volonté de créer un grand mouvement, une force de frappe souverainiste pour lutter ensemble pour la France, qui soit porteuse d'avenir, qui brise le cercle vicieux et enclenche enfin un cercle vertueux et une dynamique électorale positive. Qui plus est, cette stratégie d'alliance électorale de circonstances a été utilisée pour l'élection présidentielle et législative de 2022, avec l'union temporaire de Debout la France, des Patriotes et de Génération Frexit. Une fois les élections passées, l'union politique espérée n'a ni été voulue ni réalisée, mais les divisions ont ressurgi, annulant tout le bénéfice de cette alliance provisoire. La division en plusieurs partis induit des stratégies de chaque chef pour se différencier avec les mots Frexit, référendum sur l'UE ou Bruxit. Chacun doit bien se différencier pour exister, alors que les idées et les programmes politiques sont les mêmes. La division entraîne la division. C'est l'union seule qui effacerait ces différenciations artificielles, contre-productives, qui amènerait la cohérence, la puissance des équipes et la réussite. Je peux d'autant plus le dire que je travaille à l'Union des souverainistes depuis 5 ans et que j'ai été à l'origine du déjeuner en terrain neutre en décembre 2021 avec Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot et François Asselineau. François Asselineau a refusé l'alliance pour l'élection présidentielle, alliance basée sur un référendum de sortie de l'UE gravé dans une charte, afin que les Français tranchent par référendum sur notre appartenance à l'UE si nous arrivons au pouvoir. Trop de mensonges ont été dits pour continuer à garder cela secret. Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot ont dit oui après quelques tergiversations, ce qui a permis l'alliance électorale de circonstances tardive et temporaire pour la présidentielle. Je suis partisan de l'Union et j'ai beaucoup œuvré. J'ai encore œuvré pour l'Union pour cette élection européenne. Je n'y suis pas arrivé. Cette mission est, semble-t-il, impossible. Tout cela n'a évidemment aucun sens, si ce n'est de dégoûter les vrais patriotes français de la politique. Et c'est ce qui se passe à chaque élection. À cause de ces divisions, notre mouvement politique fait 2% aux élections quand 40% des Français sont pour le Frexit. Comment franchir le mur des verts des médias et avoir de bons résultats aux élections quand en plus on est divisé et qu'on ne provoque pas d'effet d'entraînement du peuple souverainiste, aucune dynamique de confiance, aucune boule d'espoir? Comment avoir assez de force pour travailler tous les sujets, être percutant et professionnel si les équipes sont trop petites? Comment être crédible en disant aux Français « Rassemblons-nous pour retrouver le sens de la communauté nationale, le collectif en grand, quand nous sommes incapables de créer un noyau politique collectif, le collectif en petit ». J'ai conscience qu'en ces temps sombres, je prends un risque personnel. Je pourrais subir la sentence. Celui qui dit la vérité sera exécuté. J'assume ce risque, car nous nous devons tous de dire la vérité, de placer notre pays au-dessus de nous-mêmes pour un jour avoir la chance de gagner et de libérer la France. Si nous ne sommes pas capables de dire la vérité, il n'y a aucune chance de salut. Je n'exprimerai cette énorme déception et cette colère qu'une fois, ici avec vous, car cela est absolument nécessaire. Je ne tirerai pas contre notre camp, contre nos idées souverainistes pendant les élections. Je laisserai les 3 partis souverainistes faire leur campagne sans interférence négative. Je ne dirai donc rien sur ce sujet pendant les 4 mois à venir. Je ne répondrai à aucune question sur les divisions si je suis interrogé dans un média alternatif ou une émission sur YouTube. Le soir des élections européennes, nous verrons bien quel sera le résultat des listes souverainistes inutilement divisées. Merci à Philippe Murer pour cet appel vibrant. On va revenir sur notre première information, Alexio-philosophie. Si une secte parvenait un jour au pouvoir, elle créait un ministère pour lutter contre les sectes et comble du comble, en prétendant lutter contre les dérives sectaires, elle lutterait en fait contre ceux qui la dénoncent. Bref, contre ceux qui disent ce que je viens de dire. C'est un tweet qui date du 17 juin 2022.
Et il est ô combien d'actualité. Raoult est un gourou, Raoult est un gourou, Raoult est un gourou. Démonstration. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.